Bon, bonsoir à tous. Tout le monde va bien? On va regarder bien. Bon, je pourrais commencer en vous demandant l'heure pour amorcer un petit peu, mais je pense que tout va bien se passer. Donc je vous remercie d'être présent. Moi je vais traiter de la thématique de l'engagement suivant l'angle des dark patterns, pour une présentation que j'ai appelée Come to the Dark Side. We have non pas cookies, mais high conversion rates, donc de forts taux de transformation. Alors en quelques mots, je m'appelle Semilini, je suis docteur en ingénierie des facteurs humains, cofondateur de la société Akali, qui est une société de conseil en facteurs humains qui est localisée ici même dans l'école de cognitique. Et donc je suis responsable de tout ce qui est formation, en expérience utilisateur, ergonomie des interfaces, facteurs humains et conseil dans toutes ces thématiques-là. Alors on ne s'était pas mis d'accord avec Phoebe, mais elle m'a proposé une rampe parfaite sur la thématique qu'est-ce que l'ergonomie de système, l'amélioration de l'ergonomie d'un système, c'est comprendre le fonctionnement de l'homme pour des systèmes qui sont... Alors d'abord on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire des systèmes qui soient plus utiles, donc comprendre comment est-ce qu'on va définir les fonctionnalités, puis ensuite on s'est demandé comment est-ce qu'on peut les rendre plus utilisables, donc comment mettre en adéquation finalement le fonctionnement du système avec le fonctionnement humain, ses capacités, ses contraintes. Puis on s'est dit finalement comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça et améliorer l'efficacité du système dans son ensemble, c'est-à-dire le système, l'interface avec l'opérateur. Et aujourd'hui, donc on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience, alors Phoebe a employé le terme plus agréable, plus mémorable, donc comment travailler sur le ressenti utilisateur, donc au-delà de la fonctionnalité, de l'utilisabilité et de l'efficacité du système. Alors pour faire ça, il y a plusieurs moyens. Il y a ce qu'on appelle le design émotionnel, ce qui a été fort bien défini, et ça m'arrange bien parce que j'aurais été bien embêté pour le faire. Il y a ce qu'on appelle aussi le persuasive design, qui est un mot qui fait un petit peu peur. Donc on va travailler justement à influencer les décisions de l'utilisateur en travaillant sur le design de l'interface. Et puis voilà, il y a un grand philosophe qui a dit un jour qu'un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Et donc, comme tout grand pouvoir, l'expérience utilisateur a son pendant, ce qu'on appelle les dark patterns. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un dark pattern? Un dark pattern, c'est finalement comprendre le fonctionnement de l'homme, on part de la même base, mais cette fois-ci pour duper ses représentations, pour contraindre ses choix et pour tromper ses décisions. De là, c'est évident. Alors évidemment, les designers, ils font pas ça parce qu'ils sont très vilains, ils sont tous dans une cave et ils ricanent en espérant dominer le monde, enfin peut-être que c'est le cas, je sais pas, mais c'est surtout parce qu'en faisant ça, ils ont la possibilité d'améliorer très substantiellement les taux de transformation, le nombre de clics, le nombre d'actes d'achat, bien souvent à l'encontre de la volonté initiale de l'utilisateur, et voilà, ils sont très contents, et l'utilisateur, lui, par contre, parfois l'est nettement moins. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc pour commencer, en fait, alors il y a des gens très intelligents qui ont passé beaucoup de temps à définir une typologie des dark patterns. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors il y a des choses rigolotes. Il y a la zuckerisation de la vie privée du nom de Mark Zuckerberg. Alors c'est pas du tout moi qui ai fait le dessin, il y a un site darkpattern.org qui a fait ça, moi j'ai juste fait la traduction. Il y a donc tous les spams d'amis, ces trucs épouvantables où vous vous loguez sur Facebook malgré vous et d'un seul coup tout votre mur est inondé de trucs épouvantables. Il y a les ajouts de script panier. Enfin bon, il y a plein de choses. Alors je vous propose qu'on fasse un tour très rapide de 3 exemples qui sont très connus de dark pattern. Je suis sûr que vous allez reconnaître le nombre de fois que vous avez hurlé sur votre ordinateur parce que vous aviez ajouté un truc malgré vous à votre panier. Et bien voilà, ça sera à cause d'un dark pattern. Alors le tout premier, c'est ce qu'ils appellent la question piège. Alors là, le modèle du genre, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un logo bleu avec du jaune, ça n'est pas Ikea, c'est Ryanair. Mais on le reconnaît bien aussi, cela dit, le bleu avec le jaune. Alors avec un truc qui est ultra vicieux au plein milieu, c'est donc une petite liste déroulante qui est située ici, donc vous voyez, il va y avoir des bagages enregistrés, des sièges à choisir, enfin plein de choses très intéressantes. Et donc pour Monsieur Joe Blurb, il va falloir qu'il choisisse son pays de résidence. Quand on fait défiler la liste, on a la liste des pays qui sont probablement les plus communément utilisés, enfin choisis, donc Royaume-Uni, Irlande, etc. Puis une deuxième liste avec les pays, si on n'a pas la chance de faire partie des pays les plus communément utilisés. Et au plein milieu, cette espèce de truc un peu étrange, pas d'assurance voyage souhaité. Alors le rapport avec la choucroute, on ne le voit pas tout de suite.
Mais on a de la chance, parce qu'on a pris une loupe et qu'on a décidé de regarder immédiatement en dessous, parce qu'il y a une ligne qui est écrite en police 4, enfin, ou 8, et où on vous dit en fait, vous êtes déjà assuré, sélectionnez pas d'assurance voyage souhaité dans le menu déroulant, et c'est là que vous rendez compte que si vous aviez choisi votre pays de résidence comme vous pensiez naïvement qu'on vous demandait, tout simplement, et ben non, en fait, on vous facturait une assurance, c'était juste le taux, et là, voilà, dans le bas quoi, tout simplement. Ça, bien entendu, vous vous en rendez pas compte à ce moment-là, hein, vous allez vous en rendre compte 14 pages après, quand vous allez arriver à au menu final, enfin au moment de payer, vous allez découvrir cette assurance. Alors justement, il y a un deuxième principe qu'on trouve très souvent, c'est l'ajout automatique au panier. Alors là, les sites comme Rue du Commerce, Pixmania sont devenus des spécialistes en la matière, où on voit, alors ça c'est un exemple qui est génial, on voulait acheter un caméscope, c'est pas nous, hein, vous allez regarder le prix, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas nous qui voulions l'acheter. Donc on voulait acheter un caméscope numérique. Automatiquement, on vous propose le contrat achat tranquille, ça c'est vrai qu'il fait bien plaisir celui-là, et la carte de fidélité. Alors déjà, on est bien content qu'il nous l'ait ajouté sans nous avoir demandé notre avis, mais en plus, alors autant pour la carte de fidélité, on voit bien qu'il y a un bouton supprimer, donc on se doute que si on clique dessus, ça devrait a priori supprimer. Par contre, pour le deuxième, alors là, voilà, c'est pas très clair. En fait, c'est en cliquant sur en savoir plus, on va avoir des informations sur l'assurance, et donc on aura la possibilité de supprimer le contrat achat tranquille. Voilà, ce qui nous a fait bien plaisir. On voulait juste acheter un caméscope et on vient de se retrouver à passer 10 minutes à comprendre comment on pouvait se débarrasser de toutes ces options qui en plus sont quand même très chères. Alors juste pour l'anecdote, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais en fait le contrat achat tranquille, c'est aussi la garantie prix le plus bas. On vous rembourse la différence. Ah bon, on vous rembourse la différence, mais il faut quand même qu'elle fasse plus de 154,22 €, sinon l'opération n'est pas très rentable. Et le dernier cas qui a été, dont je souhaitais parler plus précisément, alors c'est ce qu'on appelle le piège à cafard. Bon, c'est pas très élégant comme nom, mais bon, on n'a pas choisi. Alors c'est ce fameux piège où finalement vous avez téléchargé un logiciel sur un site comme one.net ou télécharger.com, toutes ces choses-là, vous vous apprêtez à installer, là encore très naïvement, votre logiciel, et puis au dernier moment vous dites « et si je regardais l'installation personnalisée », vous vous rendez compte qu'en fait on avait prévu de vous rajouter le fameux Price Gong, le fameux Desk 365 et Basic Surge, sans compter évidemment Wajam que vous vouliez évidemment installer. Voilà. Et évidemment, à partir du moment où vous allez accepter, plus jamais de votre vie vous n'arriverez à le désinstaller. C'est trop tard, vous êtes piégé, c'est le piège à cafard, on y rentre très facilement, on n'en ressort jamais. C'est bien le principe. Alors là encore, le taux de transformation il est probablement très élevé parce que des gens qui ont appuyé très vite sur suite pour aller le plus vite possible jusqu'au bout de l'installation se sont tous fait avoir. Par contre, au niveau image de marque, c'est pas ce qui est mieux, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut se rendre compte que du virtuel au réel, le delta n'est pas si important. Alors dans le virtuel, c'est particulièrement parlant, mais vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a une différence qui est assez... Enfin, la différence est assez faible. Alors on va reprendre notre ami le site Ryanair, parce que quand même il est assez exemplaire en la matière, et on va choisir pour Monsieur Joe Blurb un voyage entre Bordeaux et Édimbourg. Alors on choisit le voyage, et l'étape immédiatement après, alors on se dit on va choisir un voyage, on va choisir le voyage, l'aller, le retour, et puis on va payer, et puis hop, on part à Édimbourg, c'est un peu la fête. Pas du tout, puisque entre le choix du vol et le paiement, on voit que ça va être un périple long et pénible. Et donc ça commence tout d'abord par des services, parce que voilà, vous avez besoin de services. Alors les services, donc c'est la fameuse page où on vous propose les bagages, les sièges, les machins, tout ça. Et donc, 4 écrans plus bas, on vous propose de continuer. Donc, vous vous êtes bien coltiné toutes les options, donc vous n'aviez pas grand-chose à faire. Puis, immédiatement après, on vous propose des voitures. Voilà, on ne sait jamais. Hein, des fois que vous ayez d'un seul coup une pulsion d'achat et que vous vouliez tout de suite vous le jeter sur une voiture. Donc, 4 pages plus bas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ça n'est toujours pas terminé, puisqu'il va falloir à nouveau vous taper tous les hôtels de la ville d'Édimbourg avant, enfin, de pouvoir arriver à la page de paiement. Alors moi, quand j'ai refait tout ce parcours, ça m'a fait étrangement penser à quelque chose que je connais le week-end de temps en temps avec ma compagne. Voilà. Alors ça, je pense que ça parle à tout le monde. C'est le cauchemar de tous les couples où on se dit finalement, je vais aller acheter la chaise Glöteflö, une chaise de bureau. Je rentre ici. Voilà. Alors déjà, je suis rentré au rez-de-chaussée, mais bon, comme je prends l'escalier tout de suite, j'arrive tout de suite au premier étage. Ça va quand même relativement vite. Donc l'entrée est là, et la chaise Glöteflö, elle est là.
Donc là, on se rend bien compte que ça va pas être évident, quoi. Chez Ikea, le trajet le plus court, c'est jamais la ligne droite, jamais. Donc il va falloir qu'on se coltine tout ce long parcours, et une fois qu'on a trouvé la chaise de Glottefleu, on va ressortir, et la sortie, elle est située là. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse tout ça, puis qu'on descende au rez-de-chaussée, puis qu'on fasse tout ça, et finalement qu'on sorte. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, il y a des chercheurs qui se sont intéressés au phénomène et qui se sont rendus compte qu'il y a une corrélation directe entre le sentiment épouvantable de temps perdu qu'on passe chez Ikea et le nombre d'engueulades, vous m'excuserez le terme, qu'on a dans les couples. Évidemment, tout le monde qui est allé en famille chez Ikea se rend bien compte que c'est impossible de sortir de ça sans une dispute épouvantable. Donc voilà, on se rend bien compte qu'en fait, ça arrive du virtuel au réel, la différence n'est pas énorme, et c'est vrai que Ikea a cette démarche typique d'essayer de vous exposer au plus de produits possible pour que finalement vous ayez envie d'acheter quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu d'acheter initialement. Mais là, c'est moins dérangeant peut-être. Alors il y a quand même un domaine où le dark pattern a trouvé son terreau de prédilection, c'est ce qu'on appelle les freemium, dont le plus emblématique est le fameux Candy Crush qui a connu son heure de gloire l'an dernier. Alors, ça parle à tout le monde, freemium, ou il y a des gens qui ne connaissent pas? Non. Alors les freemium, en fait, c'est ces jeux gratuits qu'on trouve sur téléphone portable et sur Facebook, enfin sur la plupart des réseaux sociaux, qui reposent sur le principe justement d'attendre, éventuellement de payer. Le jeu en lui-même est gratuit, par contre, il va falloir que vous payiez soit de votre personne, soit de votre portefeuille pour que ça se passe bien toute votre expérience. Alors, quiconque a joué à Candy Crush, et je ne vous cache pas que ça n'est pas mon cas, je l'ai réussi à résister, se retrouve forcément à un moment ou à un autre face à cet écran, donc il arrive à la fin d'un niveau, il espère pouvoir passer au niveau d'après, et pas de chance. Alors là, design émotionnel, il est tellement attendrissant, et donc on vous dit, vraiment pas de chance, vous n'avez plus de vie. Alors, plusieurs possibilités quand même, vous n'êtes pas tout à fait dépourvu, vous avez soit la possibilité d'attendre, alors là on est sur un dark pattern de type délai d'attente imposé, si on pense en termes d'utilisabilité, un système qui vous impose d'attendre 8 minutes 04 pour passer à la suite, il n'y a quand même rien de pire. Éventuellement, vous avez la possibilité quand même de demander à un ami, un peu comme dans Qui veut gagner des millions. Là, on est dans un phénomène typique de pyramide sociale où finalement vous allez noyer votre mur de notifications qui vont faire de la pub pour le jeu et vos amis n'ont probablement pas grand chose à faire de Candy Crush. D'ailleurs, il y a eu une période où ça rendait les gens complètement fous sur Facebook, ces notifications-là. Et donc, on est vraiment dans l'idée de pyramide sociale, un peu comme les pyramides de Ponzi. C'est-à-dire que pour avoir une vie, il va falloir demander à plusieurs personnes. Ce qui veut dire aussi qu'au bout de la pyramide, il y en aura un jour qui demandera des vies et puis personne ne voudra jamais lui en donner, ça sera tant pis pour lui. Et la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle le pay to skip, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez aussi passer par la case portefeuille pour passer le niveau. Donc 3 phénomènes qui sont parfaitement identifiés comme des dark patterns et qui finalement, on va pouvoir le constater, sont très mal vécus par les utilisateurs. Alors il va évidemment sans dire que j'ai pas choisi les commentaires les plus élogieux, mais on voit que le fait d'attendre, c'est quand même pas très bien vécu, que le fait qu'on soit obligé de passer sur des réseaux sociaux, ça marche pas très bien non plus, et que le fait que ça soit payant n'est pas très bien accepté non plus. Alors cela dit, pour être parfaitement honnête avec vous, au moment de choisir des commentaires qui étaient très mauvais sur le jeu, j'ai eu assez de mal en fait à en trouver autant. Il faut croire que le côté freemium, le modèle freemium a été quand même relativement bien accepté sur mobile. Alors c'est moins le cas sur les réseaux sociaux, mais sur mobile ça a été relativement bien accepté. Donc finalement le fait que l'utilisabilité soit complètement détériorée pour réduire les coûts semble ne plus tant poser de problème que ça aux utilisateurs. Mais bon, le monde, voilà, le monde, ça n'est pas du noir et du blanc, c'est quelque chose qui est plus en demi-teinte. Alors, on pourrait appeler quelque chose de grey pattern. Voilà, finalement, on peut s'interroger sur le fait d'utiliser des systèmes de ce type-là à des fins qui ne soient pas purement mercantiles. Alors, j'ai choisi de vous présenter quelques exemples qui me semblent intéressants sur le sujet. Et le premier, ça concerne les temps de chargement et les utilisateurs. Alors, ce que je vous présentais 2 barres de chargement, donc la première c'est celle-ci. Donc on voit que la demoiselle, elle a quand même eu du mal à supporter le temps de chargement. Je pense que vous avez tous vécu ça, ce moment terrible. Et puis il y a le monsieur qui lui aussi attend. Alors la question que je souhaiterais vous poser, c'est à votre avis, laquelle des deux est la plus rapide? Aucune. Ouais, effectivement,
systématiquement, c'est aucune des deux, puisqu'elles font exactement la même durée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en termes de ressenti, la deuxième est systématiquement ressentie comme allant beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, ça a très probablement été votre cas à l'instant. Il y a de nombreuses études qui ont été menées sur le sujet, et le fait finalement de ne pas avoir une barre de progression qui soit linéaire, ça permet d'améliorer durablement l'expérience utilisateur d'attente. Alors là, on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est pas duper volontairement la cognition des utilisateurs à des fins qui ne concernent pas lui directement? Parce que lui, de toute façon, il attend, et le temps perdu, enfin le temps, il le perd de toute façon. Mais ce qui est certain aussi, c'est que s'il a moins le sentiment de perdre son temps, il aura une meilleure opinion sur le produit. Alors là, on est sur une zone qui est un petit peu grise, puisqu'on le trompe volontairement, et en même temps, c'est peut-être pour le logiciel, mais c'est probablement un petit peu pour lui aussi. Un deuxième exemple, c'est alors ce bouton, qui est un bouton d'appel piéton qu'on trouve à New York, qu'on trouve dans plein de grandes villes, particulièrement à New York. Alors qu'ont en commun ce bouton d'appel piéton et cet arrêt de bus. Alors, on dirait pas comme ça, mais il y a un rapport entre les deux. Et bien voilà, c'est exactement le temps d'attente, puisque ce bouton, vous pouvez appuyer dessus, la seule chose que ça va faire, c'est allumer l'ampoule derrière, ça n'a aucun effet sur le feu. 95% des boutons d'appel piéton à New York ne sont connectés à rien du tout, si ce n'est l'ampoule. Et cet arrêt de bus, qui est situé devant un hôpital en Allemagne spécialisé dans les malades d'Alzheimer, qui ont une fâcheuse tendance à s'échapper, mais comme ils veulent s'échapper en bus, ils s'arrêtent et ils attendent indéfiniment jusqu'à ce que le bus arrive. Alors il y a un certain cynisme dans le raisonnement. Non, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus, c'est un faux arrêt de bus en fait. Ouais. Alors on peut dire qu'il y a un certain cynisme là-dedans. D'un autre côté, on les trompe volontairement, mais quand on appuie sur le bouton, on a vraiment l'impression que ça va plus vite, et en même temps ça leur permet d'éviter de se perdre, et on les retrouve au bord de l'autoroute. Donc on trompe leur cognition, c'est pour le bien de tout le monde, et puis peut-être un peu le leur aussi. Un troisième exemple, alors là vous voyez qu'on glisse subrepticement vers des trucs qui sont quand même de plus en plus difficiles à se prononcer d'un point de vue moral, c'est la campagne d'Obama en 2008. Alors Obama fait appel à une équipe de design en 2008 pour améliorer sa plateforme de souscription, et donc il demande à ce qu'il y ait ils identifient qu'il y a deux choses qui peuvent être améliorées. C'est la photo qui est située derrière, la photo avec le message, et le bouton de souscription. Alors ils vont faire, je crois que c'est 18 déclinaisons jusqu'à arriver à la meilleure solution, qui est celle-ci, où là vous voyez, là on est vraiment dans la pure idée de design émotionnel, ils font quand même drôlement plaisir, on a un peu envie de leur faire un câlin, un peu, et c'est avant qu'ils fassent toutes ces guerres, maintenant on n'a plus trop envie de lui faire des câlins, et donc l'idée non plus de souscrire, mais juste d'avoir plus d'informations. Et alors, à quoi ça mène? Ça mène à un passage de 8,26 à 11,6% de taux de souscription, donc vraiment de taux de transformation. Alors 40% d'amélioration, on se dit c'est quand même pas énorme, il n'y a jamais que 11% de taux de transformation. Mais on est quand même aux États-Unis où ils n'ont pas 65 millions d'habitants, et donc ça représente quand même plus de 2,88 millions de souscripteurs en plus. Ce qui sont des chiffres qui sont énormes. Donc là, la question se pose aussi. Finalement, le site a été transformé et on travaille sur le ressenti, la tendresse qu'on peut avoir pour cette belle famille américaine, pour finalement soutenir un mouvement qu'on n'aurait peut-être jamais soutenu au départ. Et alors le dernier, je ne vous cache pas que c'est le plus polémique, donc on est bien prêt. Le dernier, alors c'est sur servicepublic.fr, je vous préviens, vous allez avoir une révélation. Teasing. Donc c'est la page inscription au registre national des refus de dons d'organes. Alors là déjà ça va peut-être faire tilter des gens. Ce qu'on trouve sur ce registre, mais peut-être que tout le monde connaît déjà. Hein, alors en fait, moi j'ai découvert ça, hein, c'est qu'en fait on trouve cette phrase au plein milieu qui dit « Toute personne qui n'a pas fait connaître de son vivant son refus de don d'organes est supposée consentir au prélèvement de ses organes après sa mort ». Ce qui veut dire que, en fait, concrètement, ça revient à avoir sur son extrait d'acte de naissance une petite case qui est cochée ou par défaut, qui nous dit non pas je m'inscris à la newsletter comme on peut l'avoir, peut-être que ça sera le cas aussi, mais je consens au prélèvement de mes organes après ma mort. Ça revient strictement à ça. On est dans la stratégie d'opt-out, c'est-à-dire que par défaut, l'option est cochée, et donc en fait, par défaut, sauf ceux qui se sont déjà inscrits sur ce registre, tous vous ici, vous êtes donneurs d'organes, voilà. Donc là, on est encore une fois dans une zone un petit peu grise. Moralement, moi, je ne me prononcerai pas sur la question. Chacun se fera son opinion sur le sujet. Mais ce qui est certain, c'est que on
travaille sur une décision qui a été prise par défaut par la population. D'ailleurs, vous n'en étiez probablement même pas informé. Mais en même temps, c'est pour le bien commun, donc chacun se fera son opinion sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et de manière un peu globale, la législation vient de plus en plus au secours des utilisateurs. Et ça va être un petit peu là-dessus que j'ai terminé. Il y a pas mal de lois qui ont été mises en œuvre à ce sujet. La loi Hamon en 2014 qui interdit par exemple l'achat en un clic. Le droit des consommateurs en Europe qui empêche tout ce qui est ajout automatique au panier et tout ce qui est frais cachés. Et donc aux États-Unis, il y a une loi qui empêche le spam automatique, donc les stratégies de opt-out à des fins de spam. Dans les faits, aujourd'hui, ce n'est pas toujours parfaitement appliqué, mais en tout cas, la loi existe. Alors ça mène finalement à se poser une question, c'est que si on regarde la charte de déontologie des ergonomes européens, donc plus spécialisée dans l'ergonomie physique de l'objet et du poste de travail, il y a cette phrase qui est intéressante. Ils ou elles s'efforceront de prendre en compte le bien-être, la santé et les intérêts de tous ceux qui sont concernés par leurs interventions. Et donc on voit bien avec l'idée de dark pattern qu'on va quand même plutôt à l'encontre de tout ça. Parfois la santé quand on pète un peu les plombs face à son écran. Mais c'est vrai que ça pose vraiment la question pour nous, en tant que spécialistes de l'ergonomie de système, de l'expérience utilisateur et plus généralement sur les thématiques de design, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réflexion pour avoir une déontologie réellement des ergonomes et des designers d'interface? C'est probablement une thématique qui mériterait d'être traitée plus en avant pour éviter de finir comme monsieur, et je ne fais pas référence uniquement à son costume hideux. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une remarque sur ta dernière slide. Sur la déontologie des ergonomes et des designers d'interface, juste pour dire que déjà parfois c'est très bien qu'on nous fasse rentrer dans la chaîne pour concevoir l'interface, mais on n'est pas les seuls. Et du coup ça pose aussi la question d'une déontologie au niveau marketing, au niveau publicité, etc. Bien sûr. Bien sûr. Et de la même façon, c'est exactement la même problématique que vont avoir les ergonomes de poste de travail. Ça n'empêche pas quand même d'avoir une vision réflexive et morale par rapport à l'action qui est menée. Mais c'est sûr que c'est compliqué, c'est évidemment très compliqué. D'autres questions? Je vais revenir sur Ryanair, en fait, je pense que c'est un bon exemple. Parce que récemment, ça m'arrive de prendre l'avion peut-être régulièrement, et Ryanair, aujourd'hui, pour moi, c'était le meilleur site de réservation en termes d'ergonomie. Ils étaient juste parfaits de A à Z. Donc c'est marrant parce que ton approche de dire justement, ils intercalent les voyages, les voitures, les locations. Finalement, aujourd'hui, est-ce que les gens sont pas un peu vaccinés contre ça et on passe assez rapidement ces pages-là pour arriver finalement à ce qu'on veut, c'est-à-dire réserver? Est-ce que finalement, c'est pas un problème? C'est pas un dark pattern finalement, mais c'est leur business. Leur business, c'est quand même de vendre aussi de la location à tour, etc. Donc, est-ce que c'est un dark pattern ou est-ce que au contraire, c'est indispensable à leur... Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est exactement la même chose que le modèle freemium, c'est que les utilisateurs aujourd'hui acceptent l'idée finalement d'être matraqués de pubs, que l'utilisabilité soit volontairement détériorée parce que finalement la plus-value elle est importante. Donc on est dans un compromis entre la plus-value du service et ses inconvénients. Pour Ryanair, pour Candy Crush, c'est très, très clairement le cas. Si la plus-value, le jour où la plus-value disparaît, le jour où Ryanair a un concurrent qui est très nettement plus avantageux que lui, je pense que tout le monde détestera le fait qu'on puisse se faire arnaquer de cette façon-là. Quand la plus-value concurrentielle est suffisamment importante, j'ai l'impression qu'on peut s'y faire. On le voit, je veux juste rebondir là-dessus, on le voit par exemple entre le site Voyage SNCF pour acheter des billets de train et comment Capitaine Train a une expérience tellement plus fluide. Alors après, je sais pas, aujourd'hui, équilibre, je trouve que c'est encore plus de monde sur la Sauvage SNCF que sur Capitaine Train, mais pour ceux qui sont exaspérés justement par ces chemins obligatoires avec les tests Ikea, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse aussi faire des ergonomies qui fonctionnent mieux. Et du droit au but. Après, il y a aussi, ça s'inscrit dans un écosystème, Voyage SNCF, ça s'inscrit dans un ensemble d'applications, d'informations qui arrivent en temps réel. J'ai eu l'expérience cette semaine, par exemple, sur Capitaine Train, quand on réserve un billet, il faut avoir l'application Capitaine Train sur son téléphone pour avoir les notifications, sinon on ne les a pas via le système SNCF habituel. Donc en fait, ça s'inscrit aussi dans un écosystème, malgré
malgré tout, c'est ce qui fait que moi demain, si je dois acheter un billet, je l'achèterai probablement à nouveau par un voyage SNCF. On est toujours, je pense qu'on est finalement dans ce ratio-là entre la performance du système et le risque induit par son utilisation. Le risque d'agacement et de frustration éventuelle est clairement compensé par le fait qu'il y a des en termes de performance, ça s'inscrit dans un système qui fonctionne bien. Il y a d'autres questions? J'aurais une question, savoir si on veut voir un pattern ou bien pas un pattern, parce que finalement de savoir se jouer tout ça, ça donne aussi un sentiment d'équilibre. Et que finalement, celui qui sait décocher la petite case nous donne un sentiment de maîtrise et de supériorité sur le système, qui finalement participe aussi de la utilisateur. C'est particulièrement le cas en fait, sur les parcours IKEA, où en fait tous les IKEA sont conçus de façon à ce qu'il y ait effectivement des raccourcis qui sont systématiquement positionnés dans le dos des utilisateurs, des clients. Et en fait, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est pour qu'on ne les voit pas. Et la deuxième, c'est que pour que des utilisateurs experts puissent aller tout de suite, très rapidement à l'objet qu'ils recherchent et que ça valorise leur expertise. Et on se rend compte en fait que finalement le trajet le plus rapide pour aller chercher un objet chez IKEA, c'est prendre le retour du travail. Donc ça travaille évidemment de ce sentiment de dominer le système, d'aller un peu à son encontre. Est-ce que finalement, dans l'utilisation tout à l'heure, on a vu c'était l'amorçage et puis dans la porte, finalement c'est l'usage de ce concept qui peut devenir la bête. Complètement. C'est pour ça que ça pose la question de la déontologie. C'est qu'on est exactement sur le même concept. L'idée de persuasive design, elle est extrêmement tendancielle à cette idée-là. On peut très bien servir les intérêts de l'utilisateur. Quand on pense à un site comme Amazon, qui a une utilisabilité qui est extrêmement bien pensée en général, il n'empêche que c'est peut-être agréable, que ça se passe bien, mais si je peux acheter en un clic, c'est peut-être pratique pour moi, mais c'est surtout très rigoureux. D'où l'intérêt effectivement d'essayer de formaliser ce genre de choses. Et ça a un vrai intérêt, je pense, par rapport nous à nos clients, d'avoir la possibilité d'afficher cette éthique-là